Bonjour, Nicolas Piot, donc bureau d'études de GE. Nous sommes basés à côté de Montpellier. On est un bureau d'études pluridisciplinaire et moi je suis en charge de la partie CVC. Et donc j'ai participé au projet Frivent avec mon collègue Jean-Luc Rousseau aussi de GE. Et donc je vais vous présenter un peu les recommandations et la présentation du guide qui ont été basées sur toutes ces analyses de sites qui ont nourri notre réflexion et la démarche à apporter pour effectuer une bonne conception. Donc, je vous rappelle que le guide est téléchargeable sur Construction 21. Vous pourrez retrouver tous ces liens sur les diapos que vous aurez plus tard. Donc, en fait, pour établir le guide, nous avons commencé par rappeler quelques définitions, juste pour bien clarifier les termes que nous utilisons. Je vais vous les montrer après, c'est des choses que tout le monde connaît, la surventilation en mécanique ou en naturel ou en hybride, qu'est-ce que recouvrent ces termes, et le potentiel thermique et déstockage que Andrés nous a déjà bien expliqué, ce qui vous a permis de mieux comprendre ce qu'expliquait Anne-Marie quand on a analysé les sites. C'est les notions sur lesquelles on s'est appuyé pour réussir à caractériser l'analyse. Ensuite, nous avons déroulé la réflexion dans un ordre logique en partant d'abord du besoin et des attendus du programme. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut le client? Est-ce que le bâtiment, est-ce qu'il ne veut pas de climatisation? Auquel cas, il faut définir un seuil d'inconfort, une température limite d'inconfort. Est-ce que c'est 27, est-ce que c'est 28? Combien d'heures on accepte par an? Ou est-ce qu'on veut un bâtiment climatisé? Auquel cas, la surventilation n'aurait pour effet que de diminuer la consommation de climatisation, et là, le EER sera primordial. Ensuite, on est parti d'abord sur l'analyse du site, parce que c'est, comme on l'expliquait sur une des réponses aux questions, le site, c'est ce qui nous donne le potentiel. Le site va aussi nous donner les contraintes acoustiques, les contraintes de qualité d'air extérieur, et toutes ces contraintes ou opportunités du site doivent être intégrées en premier dans la réflexion, de savoir quel type de surventilation et qu'est-ce qu'on va pouvoir réussir à faire. Une fois qu'on a bien vu les enjeux du site, on passe au bâtiment. Donc là, c'est plutôt en lien avec l'architecte et toute l'architecture bioclimatique. Donc on l'a vu, ce qui est primordial, c'est la gestion des apports solaires et donc des occultations. S'il n'y a pas un travail très important sur le bioclimatisme, ça ne sert à rien de venir mettre de la surventilation derrière. Donc après, dans l'analyse du bâti, il y a bien sûr où est-ce que je place mon isolation. Est-ce que je la place plutôt à l'intérieur parce que c'est une chambre et que je veux décharger rapidement, donc peu d'inertie, ou plutôt isolation extérieure avec inertie lourde, dans le cas plutôt des bâtiments tertiaires où on veut écarter, avoir beaucoup de déphasage. On regarde les charges internes, voilà, tout ce qui concerne le bâtiment. Et une fois qu'on a fait toutes ces analyses, le guide va expliquer un peu, alors le guide n'a pas pour vocation de dire c'est ça qu'il faut faire, mais plutôt de donner au concepteur tout ce à quoi il doit penser pour faire une bonne conception. Et donc on pourra guider le choix d'un système de surventilation, avantages et inconvénients de chaque système, et ensuite on a essayé de donner quelques ordres de grandeur, des exemples de conception qui ne sont pas là pour être des cas d'école qu'il faut reproduire, mais plus pour alimenter la réflexion du concepteur, voire des exemples qui stimulent la réflexion. Donc, dans ces concepts et terminologies, on rappelle rapidement ce que c'est qu'une surventilation mécanique. Donc, on peut être en simple flux, soit en insufflation, soit en extraction. Le double flux, alors le plus souvent, ce sera maintenant avec une centrale de traitement d'air à récupération de chaleur, parce que réglementairement, c'est interdit de faire un double flux sans récupération énergétique. Et ce qui est important en surventilation, c'est de bypasser l'échangeur de chaleur au moment où on surventile. Sachant que, voilà. En surventilation naturelle, donc il y a la surventilation traversante, quand on dispose de fenêtres de chaque côté, c'est le cas idéal. En naturel, il y a le cas du monofaçade qui est qui donne de moins bons résultats, ça paraît assez évident. Ensuite, il y a le tirage thermique. On a vu sur l'exemple de la crèche que sans tirage thermique, c'était très difficile d'obtenir des débits naturels qui soient suffisants. Et l'hybride, c'est un peu un tirage, une conception de ventilation naturelle dans laquelle on met un petit ventilateur d'appoint qui permet, quand les conditions extérieures de delta de température ou de vent ne sont pas suffisantes, d'accélérer, de garantir un débit minimum qui nous donnera une efficacité plus garantie. Le mixte, qui n'est pas représenté en schéma, c'est une combinaison dans un même bâtiment de mécanique et de naturel. C'est par exemple dans un centre commercial où vous pourriez avoir de la ventilation mécanique sur certaines zones et un grand atrium central qui, lui, pourrait être conçu pour une ventilation naturelle parce qu'il a la hauteur de tirage qui va bien et qui présente toutes les opportunités qui permettent de faire du naturel. Je reviens rapidement sur ce graphe qui vous permettra de vous poser dessus un peu plus, qu'avait montré Andrés, sur le potentiel et le déstockage. Juste pour revenir, voilà, si vous voyez ma souris, pour montrer l'importance de la régulation sur l'utilisation du potentiel.
Si vous avez une régulation purement horaire, vous allez peut-être commencer, vous voyez là c'est une sortie de canicule en fait, donc vous avez une nuit là où on n'est pas descendu en dessous de 23, très peu de potentiel, et ça servira à rien de surventiler trop tôt, et surtout il ne faudrait pas surventiler trop tard le matin, sinon on ferait rentrer de la chaleur, ce qui est le problème du dojo. Par contre, la nuit suivante, là on est en sortie de canicule, là on a une vraie nuit fraîche à 15 degrés, on a vraiment du potentiel, et on voit qu'on va vraiment réussir à baisser la température du bâtiment, à déstocker. Donc on voit que si on avait une simple régulation horaire, eh bien, on se priverait sur la durée de surventilation et sur le potentiel de toute une partie en début de nuit et en fin de nuit du potentiel disponible. L'analyse du site. Alors, dans le guide, vous trouverez pas mal de détails sur le naturel qui en même temps ne sont pas, on n'est pas un guide sur la ventilation naturelle. Ce qu'on a essayé de mettre en évidence, c'est que beaucoup de gens croyaient que, c'est encore une fois l'exemple de la crèche, il suffit de mettre un ouvrant en partie basse, un ouvrant en partie haute, j'ai fait de la ventilation naturelle. Alors, déjà, c'est pas de la surventilation parce qu'on a tenu à peine un débit de ventilation hygiénique, donc on ne pourrait pas appeler ça de la ventilation. Elle était naturelle, mais ce n'est pas de la surventilation. Et on a constaté que la ventilation naturelle posait beaucoup de challenges. Donc, on n'a pas essayé de répondre à toutes ces questions parce que ça fait l'objet de guides que présente par exemple la IVC ou l'ADEME, mais bien d'alerter les concepteurs sur les complexités que ça représente et sur le fait qu'il faut qu'ils aillent vraiment se renseigner pour réussir une bonne conception naturelle. Donc on a juste donné quelques images, quelques idées comme ça, mais bien préciser qu'il faut aller se pencher sur des guides spécialisés. Dans le guide de Frivent, vous trouverez aussi quand même des notions, des formules pour évaluer un tirage thermique, pour évaluer en fonction des pressions du vent sur le bâtiment, sur les façades au vent, façades sous le vent, les potentiels de surpression et de dépression qu'on peut obtenir. En ventilation naturelle, on aura généralement une combinaison de ces deux effets, tirage thermique et effet du vent. On ne va pas rentrer dans le détail des formules, encore une fois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en ventilation naturelle, le moteur, en quelque sorte, hein, on n'a pas de ventilateur, mais le moteur, la pression disponible dont on dispose, c'est quelques pascals. Donc en ventilation mécanique, on travaille sur une centaine, 150 pascals. Bon, on a des filtres, on a tout un tas de choses, mais et puis on dimensionne les pascals. Ici, on les subit en quelque sorte, ils dépendent de l'environnement, un petit peu de la conception avec le tirage, la hauteur de tirage, mais pas tant que ça. Et surtout, on n'a que quelques pascals, donc la moindre perte de charge sera très détrimentale et il faut en avoir vraiment conscience avant de se lancer dans cette voie. Donc des grandes ouvertures, dès qu'on met une moustiquaire, ça crée de la perte de charge, pensez à tout ça. Donc, on en arrive ensuite à l'analyse du bâti. Andrés vous a présenté le graphe qui permet, dans une première approche très très sommaire, d'évaluer un peu l'énergie accumulée dans la journée. Donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas raisonner en puissance instantanée avec un bilan froid de dire j'ai 3000 watts. Ce qu'il faut regarder, c'est l'énergie heure par heure accumulée dans la journée, entre les apports et externes internes. Et l'énergie négative qu'on saura déstocker, donc ça dépend du nombre d'heures qu'on va savoir surventiler, du débit qu'on saura y mettre, et du potentiel, encore une fois. Ça, c'est insuffisant pour réellement dimensionner une installation. Ça permettra de dire est-ce que je peux essayer de me lancer ou est-ce que vraiment ça ne va pas le faire, mais on ne pourra pas faire du dimensionnement avec ça. À notre avis, et c'est ce qu'on a expliqué dans le guide, il faut faire une simulation thermique dynamique. Donc cette simulation thermique dynamique sera nourrie par le programme. Quel est le seuil d'inconfort que je me suis fixé, 27 ou 28? Sachez que ce sera bien plus compliqué à 27 qu'à 28. On obtient de grosses différences en termes de débit à mettre en jeu. Et le nombre d'heures que le client accepte. Est-ce que c'est 80 heures, 180 heures? Donc ça, c'est le client qui décide. Ensuite, on va mettre dans la STD les typologies de locaux, des scénarios d'occupation, toutes les charges internes. Le site nous fournira les informations sur le potentiel thermique, éventuellement les masques lointains qui peuvent nous fournir des occultations. Et ensuite, on simule le bâtiment, encore une fois, les charges externes, internes, les débits de ventilation, l'inertie, l'isolation. On rentre tout ça dans la simulation thermique, dynamique. Et le but étant d'obtenir une seule information, c'est le taux de brassage. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur la simulation de Toulouse, où on démarre de la ventilation hygiénique, 700 heures d'inconfort. J'essaye à 3 volumeurs, il me reste encore 260 heures d'inconfort, c'est pas suffisant, le client voulait 80. J'essaye à 6 volumeurs, je suis à 83, je suis à peu près bon. Et donc c'est un tâtonnement, on fait tourner la simulation jusqu'à ce qu'on trouve le bon niveau de ventilation qui nous permet de tenir les objectifs définis par le programme. Hop. Donc ensuite dans le guide, vous aurez on a essayé d'établir une comparaison des systèmes, même si c'est pas évident, mais au moins de rappeler quels sont les avantages, inconvénients, contraintes et difficultés de chaque système. Donc la surventilation naturelle, l'avantage évident, c'est qu'on n'a pas de consommation d'auxiliaire, donc ER excellent.
La grosse difficulté, c'est que le déstockage est très incertain, assez difficile à calculer, notamment dans les régions où le potentiel est faible, région méditerranéenne. Le bilan énergétique est pas évident à faire et il y a beaucoup plus de paramètres de conception auxquels il faudra être vigilant, le vent, l'intrusion parce qu'on va ouvrir des fenêtres. Voilà. La surventilation mécanique, c'est un peu l'inverse. On maîtrise mieux le déstockage, il y a plus de simplicité de conception, je dirais. Il faut quand même regarder qu'on n'ait pas des consommations d'auxiliaires trop importantes, qui ferait qu'on consomme plus à faire de la surventilation qu'à mettre une climatisation. Si on obtient un EER de 2 ou 3, alors sauf si c'est une volonté forte du maître d'ouvrage de ne pas climatiser, il faut quand même se poser la question. Ensuite, bien sûr, il faut regarder l'acoustique si jamais, alors on ventile la nuit, c'est le bâtiment de Valence, hein. Surventile un bureau la nuit avec des habitations pas loin, ou alors si on surventile pendant la période d'occupation comme une chambre. Et puis tous les problèmes dans le mécanique d'équilibrage du système, parce que les registres auto-équilibrants, autorégulants ne fonctionnent plus si on veut gérer du double débit, surdimensionnement des conduits aussi. Donc le guide rentre dans le détail sur chacun de ces systèmes, regarde les arguments, les contraintes, les points de vigilance à ne pas écarter de la réflexion. Je voulais revenir aussi un peu en détail sur l'utilisation du EER pour caler la régulation. Donc on l'a vu, le EER, c'est le nombre de kilowattheures froids que j'ai réussi à évacuer par les consommations énergétiques de mon ventilateur. Donc les kilowattheures thermiques froids, on les évalue très simplement avec la formule approximative que tout le monde connaît, 0,34 fois le débit fois le delta T. Donc ça, on intègre sur toute la nuit et ça nous donne des kilowattheures froids. Les kilowattheures de ventilation, c'est assez simple aussi, c'est le SFP du système, je pense que tout le monde connaît ça, c'est le coefficient de performance du ventilateur du système de ventilation fois le débit. Après, on peut calculer du coup une relation entre le delta T à partir duquel la surventilation est intéressante. Donc je m'explique, si on a un système qui est conçu avec un SFP de 0,25 watts par mètre cube par heure et qu'on veut un EER supérieur à 4, ce qui paraît un minimum quand même pour que ça présente un intérêt énergétique, il faut que le delta T intérieur-extérieur soit supérieur à 3. Ce qui veut dire que le calibrage des sondes et leur positionnement est très important parce qu'on voit que si déjà les sondes ont 1 degré d'écart de différence juste par leur calibrage et qu'une sonde extérieure est mal placée, qu'elle est 1 ou 2 degrés fausse, on a vite fait soit de perdre du potentiel qui pourrait être disponible, soit au contraire d'enclencher la surventilation à un moment où on fait l'effet inverse de ce qu'on cherche à faire rentrer de la chaleur. Donc voilà pour ces notions de EER et de régulation. Donc je vais vous montrer quelques exemples de conception. Je ne vais pas rentrer dans le détail de celui-là, mais juste pour dire que sur les établissements scolaires ou les typologies salles de réunion qui ont de forts débits hygiéniques par rapport à la taille de la place, on est quasiment sur 3-4 volumeurs par conception en débit hygiénique. Donc la surventilation parfois ne consistera que à faire tourner le système la nuit. Donc là l'exemple montre qu'on essaie de jouer plus sur les consommations d'auxiliaires en arrêtant, en passant en simple flux quand on peut, avec des entrées d'air qui permettent de limiter les consommations d'auxiliaires et donc d'améliorer le air dans le cas de la surventilation. Et de bypasser les échangeurs. Ouais. Mais donc c'est des typologies de locaux qui se prêtent vraiment à la surventilation parce que par conception tout est déjà dimensionné, on a presque déjà les bons débits en fait. Après sur des bâtiments tertiaires par exemple en double flux, là on est plus sur du 0,3-0,8 volumeurs en débit hygiénique. Et donc on voit que si on veut passer à 6 volumeurs en débit de surventilation, alors déjà les ventilateurs existants ne sont pas suffisants, le surdimensionnement complet des centrales de traitement d'air coûterait très cher et donc souvent la solution peut être de rajouter de simples caissons de ventilation pour obtenir le double débit. Alors dans le premier exemple qui est ici, l'idée c'était sur un système existant, donc voilà c'est existant, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait rajouter un ventilateur qui ne fait que de l'extraction et avec des entrées d'air, passer les deux réseaux en rejet. Donc en débit hygiénique, vous êtes à 4 mètres par seconde, vous respectez l'acoustique, vous avez soufflage reprise. Quand vous passez en surventilation, il n'y a plus personne, vous n'avez pas de problème acoustique à l'intérieur. Donc vous pourriez éventuellement passer à 8 mètres par seconde, bon, au détriment du EER, de la consommation énergétique, mais au moins il y a du débit, et passer les deux systèmes en extraction. Alors ça pose bien sûr le problème de l'encrassement du réseau de soufflage qui un coup souffle de l'air filtré et un coup extrait de l'air qui vient directement des locaux non filtrés. Il faudrait réfléchir à cette question. Mais encore une fois, on est là juste pour donner des idées, stimuler la réflexion, c'est pas des choses nécessairement voilà.
Un autre exemple où on a une centrale d'air, donc pareil, on la dimensionne juste sur le débit hygiénique, et quand on passe en surventilation, on arrête la roue de récupération. On peut continuer à la faire tourner en débit hygiénique, parce qu'elle est là, autant la faire tourner, et on a des ventilateurs additionnels qui nous permettent d'augmenter le débit. Autre exemple de bâtiment tertiaire simple plus, là, l'idée c'est de dire qu'on pourrait juste jouer sur de la modulation de débit du ventilateur hygiénique. Mais en fait, encore une fois, quand on a sur des ratios de 1 à 10, on n'a aucun ventilateur qui s'est réellement passé d'un débit de 1 à 10 correctement, même avec les moteurs aujourd'hui roue libre C, 1 à 6 c'est un peu un maximum. Auquel cas, mieux vaut rajouter un gros ventilateur à côté qui nous gère la surventilation. Donc le petit ventilateur est dimensionné sur son débit hygiénique, le gros sur le débit de surventilation. Et là, toute la complexité, ça va être l'équilibrage. Encore une fois, on ne peut pas se baser uniquement sur des registres autorégulants parce qu'on ne pourra pas passer le surdébit. Donc, il faut revenir sur de l'équilibrage traditionnel avec du registre Iris ou quelque chose comme ça, et trouver un moyen d'équilibrer les débits en débit hygiénique et d'équilibrer les débits en débit de surventilation. Après, sur un logement double flux, donc on a le simple flux traditionnel, voilà, un système de logement, et là l'idée c'est de mettre ce qui s'appelle les vannes de compensation, qui savent gérer du double débit en fait à la commande, et on s'est quand même passé des débits de 150 mètres cubes heure avec une acoustique tout à fait correcte pour climatiser, pour surventiler dans des chambres. Parce que là, dans une chambre, tout le problème, ça va être l'acoustique, enfin, pour réussir à surventiler sans gêner le sommeil, donc sans faire de bruit. Les retours d'expérience de l'audit. Alors, les bâtiments qui ont bien fonctionné, c'est toujours ceux qui ont eu une bonne conception amont. La surventilation était prévue dès le début, très bien réfléchie. Ceux qui ont fait l'objet d'une vraie mise en service avec un suivi étendu dans le temps. Et une sensibilisation des usagers avec souvent des bâtiments occupés par des ingénieurs ou des bureaux d'études qui connaissaient bien le sujet, qui étaient intéressés. Et c'est un vrai challenge d'intéresser les occupants du bâtiment et de leur faire comprendre le bon comportement et comment ça fonctionne. Ensuite, il faut éviter les gènes des occupants. On l'a vu à Valence, s'il fait trop froid, les gens n'ouvrent pas leurs fenêtres et le système ne fonctionne pour rien. Il y a des gènes qui peuvent être acoustiques, des vitesses résiduelles, des fenêtres ouvertes qui peuvent faire voler les feuilles s'il y a un coup de vent la nuit. Le froid ressenti le matin, je viens d'en parler, et les apports d'humidité indésirables, Anne-Marie en a parlé. Si on climatise et que la surventilation est là pour faire baisser la consommation de climatisation, ce serait dommage de faire rentrer de l'humidité au petit matin et au contraire augmenter la consommation de climatisation avec de l'apport d'humidité qu'il va falloir combattre. Donc le commissionnement est primordial et notamment la régulation. Surtout quand on n'a pas de supervision, il n'y a personne qui est là la nuit pour voir comment ça fonctionne. Donc il faut vraiment une phase de commissionnement et de vérifier que la régulation fait bien ce qu'on veut. C'est ce qu'on a constaté notamment au dojo où la régulation faisait des choses un peu bizarres et sans personne ne sache pourquoi. Le calibrage, la bonne position et le calibrage des sondes, j'en ai parlé avec le calcul du EER. La régulation multizone est aussi importante, c'est un peu le problème qu'on a sur le surrefroidissement. Si on a juste une sonde globale, on peut avoir des bureaux où il fait trop froid le matin, d'autres où il fait un peu trop chaud. Et donc penser à faire éventuellement du multizone en arrêtant la ventilation dans certaines zones pendant qu'on la continue un peu quelques heures dans d'autres. La maintenance ultérieure, bien sûr, ça c'est pas uniquement pour la surventilation, mais bon, quand c'est pas bien fait, des chiffres qui s'encrassent, ça ne sert plus à rien. Il faut que les systèmes soient accessibles pour la maintenance et limiter autant que possible dans la conception tout ce qui est motorisé et une régulation compliquée parce que ça finit un jour ou l'autre par ne plus fonctionner. Le transfert et le balayage d'air, il y a deux possibilités, soit tout est motorisé, on met des moteurs partout et vous tombez en panne, soit c'est manuel et là on dépend des occupants et on a constaté que les occupants avaient tendance à ne pas forcément faire les meilleurs choix d'un point de vue énergétique c'est sûr, et même des fois du point de vue thermique. Mais les occupants des fois font des choix sur le confort qu'aucune régulation ne sera capable d'appréhender. Un occupant peut avoir un courant d'air qui le gêne et donc il va fermer sa fenêtre ou des choses comme ça. Les grilles de transfert, il y a eu une question à ce sujet, c'est que des fois, pour réussir à gérer le transfert d'air, pour balayer bien tous les locaux, il faut mettre des grilles de transfert. Mais ces grilles de transfert peuvent créer des problèmes d'interphonie acoustique entre un bureau et la circulation, par exemple. Donc, il faut éventuellement rajouter des pièges à son et faire autant de pertes de charge. Et voilà, il faut réfléchir à tout ça. Ouais. Et bien faire attention au sous-dimensionnement, surtout en ventilation naturelle, mais aussi en mécanique, les pertes de charge trop élevées. Et enfin, il ne faudrait pas que la surventilation vienne dégrader toute la performance thermique en créant des défauts d'étanchéité avec des entrées d'air, des volets qui s'ouvrent, mais quand ils sont fermés, ça laisse passer de l'air, ou de créer de nouveaux ponts thermiques qui n'existaient pas.
Et puis le futur, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du matériel dédié à la surventilation qui soit simple à installer, des modules de régulation qui aient des algorithmes bien calibrés, qui fonctionnent assez, qui soient faciles à mettre en œuvre, et de gérer du double débit sans avoir des registres motorisés sur chaque bouche et toute la régulation qui va avec, qui enchérit énormément le coût des projets. Et on arrive à la limite d'utilisation des registres autorégulants qui nous ont bien servi jusque-là, mais qui maintenant nous posent un problème pour gérer la surventilation. Et il reste, j'espère, quelques minutes pour des questions.